Je suis ravi d'être ici. Si vous avez fait les mêmes confs que moi, ça va faire une belle suite logique depuis ce matin. Donc là, on va parler de comment une conception logicielle influence votre stratégie de test. D'ailleurs, j'aimerais citer Martin Fowler, ce que tout le monde connaît. C'est un des co-signataires du Manifeste Agile. Il dit « L'architecture est vraiment importante. Les choses qui sont difficiles à changer sont l'architecture initiale, la culture et les compétences de l'équipe. C'est pourquoi il est important de bien faire les choses dès le départ. » Alors, bien faire les choses dès le départ, c'est pas comme en cycle en V il y a quelques années, de tout imaginer à l'avance. C'est de faire en sorte de ne pas être contraint et d'être bloqué en faisant des choix trop structurants ou sans avoir de vision sur ce qu'on va faire. On va citer aussi Naïm qui dit « Tester, c'est diriger les bugs vers la sortie. » Vous êtes d'accord? Et tester, c'est diriger l'équipe vers la qualité. J'aime bien ces deux citations. C'est exactement ça. Et en tant que développeur, tester, c'est coder. Donc moi, je suis Christophe Bragardin. Je suis coach craft. Donc craft, c'est le diminutif de craftsmanship. Artisan du logiciel, c'est quelqu'un qui a peaufiné son art au fur et à mesure du temps avec des bons outils. Donc c'est l'artisan au sens noble du terme, qui va faire du sur-mesure et qui dure longtemps. Je fais des audits, je suis formateur, je suis co-leader de tribu chez Octo Technologies. Qui connaît Octo? Un tiers? Ok, on va changer ça. Donc à côté de ça, je suis effectivement conférencier, créateur de contenu. Vous avez mon LinkedIn, je fais un post par jour, sauf le samedi, où je me repose. Je suis auteur, j'en parlerai après. Et avant tout ça, j'étais développeur, tech lead, architecte, directeur technique, ce qui me permet d'être compétent dans mes tâches d'aujourd'hui. Auteur, parce que j'ai participé à ce livre qui s'appelle Culture Test. On est 3, il y a Sylvie et Stéphane. Je vais le faire gagner pendant cette séance. Il y a d'autres livres qui sont publiés par mon entreprise, qui sont aussi à gagner. Vous pouvez le télécharger gratuitement en PDF et ePubC à partir de dans quelques jours. Il y a le lien, mais on ne peut pas cliquer. Les autres, oui, par contre. Mais bon, là, vous avez le papier. Et pour le faire gagner, je vais lancer des shurikens. Donc, il faut être très attentif, sinon ça fait mal aux yeux. Alors, on va faire un test. On est dans la bonne conf. Bon, ça marche à peu près. Donc, à la fin, vous revenez avec les shurikens et vous pouvez prendre un livre. Le sommaire, on va faire un peu d'histoire, on va donner les objectifs de ce que je vais dire. On va parler de périmètre si c'est le cœur de votre business. On va parler de la partie statique du code. On va parler de si votre périmètre c'est essentiel mais pas critique. Si votre périmètre est orienté données. Si vous avez un besoin de lecture et d'écriture différents. Si vous voulez conserver chaque changement d'état. Et on va parler de microservices parce que c'est à la mode. Puis on conclura si on a le temps. Un peu d'histoire. Alors, le développement, c'était ça, quand j'ai commencé à développer. C'était un plat spaghetti. Tout était mélangé, on comprenait rien. Il y avait le fonctionnel, la technique. Alors, au début, ça allait vite pour développer, parce qu'on avait une page blanche. Et plus on apportait des choses, des fonctionnalités, plus c'était compliqué, et moins ça allait vite. Plus il y avait de bugs, on corrigeait d'un côté, ça cassait de l'autre. C'était l'enfer. Et à côté de ça, on avait des QA on leur donnait le logiciel à la fin et ils testaient en boucle, tout le temps, version après version, toujours les mêmes choses. Et plus ça allait, moins ils étaient rigoureux parce qu'on se lasse, l'humain se lasse. Et en fait, on s'est aperçu que tout ça, ça marchait pas. Ni les développeurs, ni les QA, c'était pas une bonne façon de faire. Ce schéma, il vient de Culture Code, que vous pouvez télécharger. Celui-là, il est dispo. Donc on s'est dit, ouais, les spaghettis, c'est pas bien. J'espère que vous avez bien mangé parce qu'on va parler beaucoup de pâtes, de glace. Donc on a dit on va structurer les choses, on va faire des archives en couches. Donc il y aura ce qui communique avec l'utilisateur, ce qui communique avec la base de données, au milieu ce qui communique un petit peu le métier. Donc c'était une bonne idée sur le papier. Et puis finalement la lasagne est coulée un peu, elle bave, la sauce tomate et le fromage. Pourquoi? Parce qu'on a un modèle de données, on pense tout de suite base de données. C'est la première chose qu'on fait, on décide quelle base, on design les tables et les colonnes, après on réfléchit au code. Et on va faire une modélisation de code qui ressemble à la base de données. Et cette modélisation de code, elle va aller partout, parfois même jusqu'à l'IHM. Et donc, dès qu'on touche la table, ça casse tout. On est obligé de tout modifier, tout retester, et c'est l'enfer.
Et puis, on a parlé de pyramide de test tout à l'heure. On a dit, ouais, il faut arrêter de tester manuellement, en tout cas la partie développeur. C'est bien de faire des tests, des différents niveaux de tests, des tests unitaires qui vont aller très vite, donc il faut en faire beaucoup. C'est pour ça que la base, elle est large. Et plus on monte, plus ça prend du temps d'exécution, plus ça prend du temps à écrire. Donc il faut en faire de moins en moins. Donc ça, c'était la pyramide idéale des tests de MyCon. Et on a cru qu'il fallait les mettre partout, tout le temps. Et c'est une erreur. Et vous connaissez la seule, unique mesure de qualité? Ben non, c'est la couverture de code. Et c'est quoi le chiffre magique? Parce qu'il y a toujours un chiffre magique. C'est 80. Et quand on me dit ça, moi je dis pourquoi pas 81? C'est encore mieux. Ok, 81. Et pourquoi pas 82? C'est encore mieux. Non, ça c'est ou pas. C'est pas du tout une mesure de qualité. On l'a vu dans le talk tout à l'heure. Ça veut dire que à partir de tests automatisés, c'est quelle ligne de code on va traverser, quelle ligne de code on va appeler. Mais ça ne veut pas dire qu'on vérifie que ce code fonctionne bien. C'est juste qu'on l'a appelé. Donc on peut truander. Je ne sais pas si vous connaissez l'effet Cobra. C'était en Inde. Les Anglais sont arrivés en Inde. Ils ont dit ouais, il y a trop de cobras. On va donner des sous aux habitants dès qu'ils nous ramènent un cobra. Comme ça, il y en aura de moins en moins et on va se débarrasser. Et puis les habitants sont arrivés avec des cobras sans arrêt. Finalement, ils ont fait un élevage. C'est super cool. On a la même chose avec les rats côté Vietnam et les panneaux solaires côté Espagne, où il y avait des subventions pour les panneaux solaires. Et puis après, ils mettaient des groupes électrogènes la nuit. Ils disaient, c'est bizarre, il y a de l'électricité qui se fait la nuit. Donc voilà, dès qu'on met des objectifs comme ça, en fait, l'humain, il va truander. Et dès que c'est la loi de Woodhart qui dit que dès que la mesure devient un objectif, c'est une mauvaise mesure. Donc on a dit, ouais, mais tout ça, c'est parce que c'est un gros machin. On va le diviser en petites choses. On a toujours dit, une grosse tâche complexe, on a divisé en petites tâches et c'est plus facile. Donc là est sorti les microservices. Donc c'est cool, non? Dans les faits, si on ne sait pas découper quelque chose de gros bien, est-ce que vraiment, si on va le découper en petits et le déployer partout, ça va aller mieux? Non, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir en réalité des petites lasagnes d'un côté, spaghetti de l'autre, lasagne, spaghetti. Et tout ça, ça va communiquer ensemble et ça va faire une spaghetti au milieu de connexion, sans parler de toute la partie technique des microservices. Donc l'objectif, il faut automatiser le plus possible. En tout cas, ce qui apporte de la valeur. Ce qui est répétitif, ce qui est fastidieux, il faut l'automatiser. Parfois, on développe et puis on dit « ouais, mais j'ai bientôt fini ». Et puis 3 jours après, on est toujours dessus, on dit « ouais, si j'avais automatisé, je ne serais pas obligé de cliquer dans mes écrans, etc. » J'aurais gagné du temps. Tester, c'est coder. Parce qu'à chaque fois, on dit « tester », tout le monde dit « tester, c'est douter ». Non, tester, c'est coder. Et tester, c'est coder de la valeur, quelque chose qui apporte de la valeur. Souvent, c'est quelque chose qui apporte de la confiance. On a confiance dans notre code parce que nos tests nous ont rassurés. Le cadran de test, il y a plein de tests différents. On l'a vu dans le talk juste avant. Il y en a qui sont orientés technologie, il y en a qui aident l'équipe, il y en a qui sont orientés métier, il y en a qui sont pour le comportement du produit, il y a des choses qui sont automatisées, manuelles, un peu des deux. Alors, on va s'intéresser beaucoup au cadran en bas à gauche, celui qui est plus côté dev. Et en fait, dans une application, je ne parle même pas dans un SI, dans une application, tout ne se ressemble pas. Tout n'a pas la même valeur. Il y a des choses qui sont vraiment pour le business, c'est ça qui nous fait gagner de l'argent. Il y a des choses qui sont différenciantes. C'est pour ça que les clients viennent chez nous et pas chez le concurrent. Puis il y a des choses qui sont essentielles, mais qui ne sont pas le cœur métier. Voilà, si je fais une entreprise de VTC et que je fais un recensement de mes chauffeurs, c'est pas sur ça que je gagne de l'argent, mais ça va être utile après pour gagner de l'argent, pour quand quelqu'un va vouloir réserver une course. Donc c'est essentiel, mais c'est pas mon cœur business. Et puis il y a des choses qui sont nécessaires sans être critiques, etc. Et la question c'est, est-ce qu'il faut mettre la même architecture partout? C'est ce que tout le monde fait. On met partout la même chose. Et puis on met partout des pyramides de tests. Et ça a bien marché. Et la place du QA dans tout ça? Qui est QA ici? Wow. 3/4. Qui est développeur? Ouais. 1/4. Ok, le QA,
Avant, il était loin, il était en bout de chaîne. Et en fait, moi, ce que je propose, c'est qu'il soit dans l'équipe, qu'il soit avec les développeurs, qu'il aide les développeurs, qu'il fasse son rôle de consultant pour sa partie testing, qu'il aide les consultants à faire des tests en amont plutôt que loin. Puis après, il fait ses autres casquettes de QA, mais en tout cas, pour la partie testing, qu'il soit avec les développeurs. Je vais citer Nietzsche parce qu'on ne cite pas assez, je trouve. Là, je ne vais pas vous donner des recettes qui marchent tout le temps, c'est des heuristiques qui fonctionnent bien, mais vous pouvez adapter. Parfois, c'est pas toujours exactement comme ça qu'il faut le faire. Donc, la bonne idée, c'est comme une flèche lancée par la codine. Un autre la ramasse et la tire plus loin. Donc, si ça marche chez vous, eh ben, diffusez l'info. Donc, admettons qu'on développe dans notre application le cœur de notre business. Et là, il faut choisir une bonne architecture. Ou spaghetti, on a vu que c'était pas bien. Lasagne, c'est pas terrible. Quelque chose qui marche bien, donc si c'est le cœur métier de votre organisation, si c'est un aspect différenciant et si c'est complexe. Comme exemple, par exemple, vous avez des types de promotions par client. Je sais pas, des étudiants, des gens qui sont là depuis 3 ans, des seniors, etc. Et puis vous avez des trucs dégressifs. Voilà, vous avez tout un système de promotion. Vous avez le calcul de l'impôt sur les revenus. Moi, j'y ai travaillé, c'est hyper complexe. Il y a 36 000 cas, c'est incroyable. Et puis, j'ai travaillé aussi dans les métros où les chauffeurs, voilà, ils ont leurs horaires pour prendre les métros, les rames. Moi, je travaille sur la ligne 9, il y a 60 métros en parallèle en heure de pointe. Et puis, parfois, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, il y a un incident. Bon, c'est rare, mais parfois, il y a un incident. Et il y a tout le planning qui est foutu en l'air et il faut le recalculer en temps réel. Donc ça, c'est compliqué. Donc voilà, ça c'est un cas d'usage de métier compliqué. Et pour ça, il y a l'architecture hexagonale d'Alistair Cockburn, qui est un autre co-signataire du manifeste agile. Alistair, c'est une droite. L'autre, c'est quelqu'un pas si célèbre. Et donc, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut protéger la valeur. Le métier, c'est de la valeur. Il y a d'autres valeurs, mais le métier, c'est de la valeur. Et en fait, peu importe qui m'appelle, que ce soit un ordi, du web, du mobile, une tablette, même des lunettes de réalité virtuelle, un badge, peu importe qui m'appelle, j'ai pas à le savoir et ça doit être indépendant de qui m'appelle. Et mon système, pour fonctionner, il va avoir besoin d'éléments. On peut ajouter une réservation au système. Eh ben, j'ai pas besoin de savoir où, mais j'ai besoin juste d'avoir un contrat qui me dit je dois ajouter quelque chose au système. Donc, est-ce que c'est une base? Est-ce que c'est un appel web service? Est-ce que c'est envoyer des mails? Peu importe, j'ai pas à le savoir. Ça doit être indépendant. Mon métier doit être indépendant de tout ça. Ça, c'est de la technologie. Si la technologie évolue, le métier ne doit pas évoluer. Et donc, ça s'appelle aussi port et adapteur. Pourquoi? Parce qu'il y a des ports et des adapteurs. Le port, c'est le contrat pour rentrer à gauche, pour sortir aussi à droite. C'est juste un contrat. J'ai besoin d'ajouter une relation au système. Je ne sais pas comment. Et les adapteurs, ils vont se plugger dessus. Donc, celui de gauche, c'est celui qui appelle le métier. Celui de droite, c'est ce qui va implémenter la solution d'ajouter une réservation dans le système. Ça peut être une insert en base ou peu importe. Et en fait, on peut voir ça comme une prise électrique. La prise, c'est le port. Elle ne sait pas qui se branche dessus, que ce soit mon ordinateur, un sèche-cheveux, ça marche pareil, parce que le contrat, c'est 220 volts et 2 trous. Parfois, on peut même brancher plusieurs, c'est une power multiprise, on peut brancher plusieurs appelants au port. On peut avoir plusieurs adapteurs. On peut les changer aussi. On peut les changer. Et le tout premier adapteur que j'écris, c'est un test unitaire. Test unitaire au sens comportement. Donc tout ce qui est dans mon hexagone, ça fait partie de mon comportement. Après, comment c'est découpé à l'intérieur, je ne sais pas, c'est une boîte noire. Mais en tout cas, c'est tout ça que je vais tester. Et si mon comportement ne change pas, après je peux modifier tout l'intérieur, je peux faire des évolutions, des techniques, des améliorations. Si je ne casse pas mon comportement, ben, je vais avoir en même temps un test qui m'aide à savoir que j'ai rien cassé, qui va m'aider aussi à développer et qui va m'aider à restructurer l'intérieur côté technique sans que ça casse. Et côté adapteur de droite, je vais mettre des doubleurs de tests, on appelle ça, pour pas appeler directement une base de données ou un web service qui est très lent, ou qui est peut-être même pas lent encore. Je vais faire des doublures. Donc un bouchon, c'est une doublure, par exemple. Donc ça va renvoyer toujours la même chose pour que je puisse développer l'intérieur de mon hexagone. Je vais développer mon métier, avoir de la confiance dans ce que je développe, et en disant, voilà, j'ai presque fini. Après, il y a juste un petit THM à faire, un petit truc de base de données, c'est rien, ça va bien marcher. Et pour ça, la meilleure stratégie de test,
c'est un test c'est une pyramide des tests. Donc tout ce que j'ai dit là à l'intérieur, c'est le test unitaire de comportement. Il y en a qui disent test unitaire, c'est la petite portion de code minime. Ça c'est bien, mais nos tests ils deviennent fragiles. Donc si vos développeurs disent mes tests ils cassent tout le temps, peut-être qu'ils n'ont pas la bonne granularité. Alors, il y en a qui placent aussi test d'acceptation. On va pas se battre sur les mots. Test d'intégration, c'est ça qui s'intègre avec autre chose, par exemple avec ma base de données. Donc je vais pouvoir faire des tests pour voir que mes adapteurs sont bien écrits. Et les tests de composants ou de bout en bout, alors, il y en a qui disent bout en bout, ça part d'IHM, pas forcément, peu importe. En tout cas, de mes adapteurs de gauche jusqu'à la base de données, je peux faire un test passant, ou un ou deux, pour voir que tout est bien connecté les uns dans les autres. C'est pour ça que je n'en ai pas beaucoup. Et puis comme ils traversent tout, ils sont un peu plus lents que le reste. Donc feedback immédiat avec les tests unitaires. Je suis confiant là-dessus, et après je branche le reste avec d'autres types de tests. Il y a d'autres patterns d'architecture, comme la clean architecture. C'est la même idée. On met au centre ce qui a de la valeur. Le use case, c'est ce qui permet d'accéder au métier, et la passerelle pour aller vers la base de données, c'est l'autre adapteur. Je ne vais pas entrer dans le détail, j'ai fait une conf là-dessus qui explique la différence. Il y a des différences de niveau d'accompagnement, mais l'intérêt est le même. Et puis on écrit du code aussi. C'est la partie statique du code. C'est ce qu'on écrit avant que ce soit exécuté. Et sur ça aussi, on peut avoir des tests. C'est l'IDE. L'IDE, il nous souligne quand on a mal écrit. Donc on n'a pas besoin d'exécuter. Ça va très vite. On a aussi des linters. Pareil, c'est quelque chose qu'on configure dans l'IDE pour qu'ils nous disent si nos règles d'équipe ont été travesties ou des choses comme ça. Le langage aussi. Ceux qui font du JavaScript, arrêtez. Faites du TypeScript qui vous dit quand vous faites une erreur de typage ou des choses comme ça. Derrière, ça va transpiler en JavaScript. Donc derrière, ce sera la même chose qui sera compilé. Au moins, ça va vous aider à développer ou aider vos équipes à développer, d'avoir des feedbacks au moment où ils écrivent le code. Il n'y a même pas de test à écrire. Le test, c'est l'IDE lui-même ou le langage. Et puis, il y a des outils d'analyse de code qui sont plus loin, qu'on lance la nuit, par exemple. Il y a des choses donc, qui sont relativement synchrones. Au fur et à mesure qu'on écrit, ça souligne les erreurs. Il y a des choses qui sont asynchrones et qu'il faut aller se brancher. Et Gendot, il a mis ça sous forme de trophée. C'est un trophée. La partie statique, c'est encore plus rapide que la partie unitaire. Donc voilà, c'est la base du trophée. Et puis plus on monte, plus on a les autres tests. Lui, intégration, pour lui, c'est unitaire, c'est des petites portions de code, et intégration, c'est plein de petites portions de code ensemble. On n'a pas la même définition et c'est pas grave. On est d'accord sur le socle. Donc plus on monte, plus c'est lent et plus ça coûte cher. Il a refait son petit trophée sur son site. C'est plus joli, mais on perd un peu la légende qui était bien dedans. Maintenant, admettons que vous avez un périmètre essentiel mais qui n'est pas critique. Comme j'avais dit, recensement on a tous les chauffeurs de VTC. À ce moment-là, donc c'est pas votre cœur système, ça peut contenir quelques règles quand même, mais voilà, est-ce que la personne est majeure, tout ça, des règles assez basiques. Et la structure de données elle est assez simple. Si c'était plus compliqué, ce serait peut-être votre cœur métier. Par exemple, un référentiel. Vous avez un référentiel, tout le monde, les gens ont besoin d'un référentiel, mais c'est pas là où on gagne de l'argent, et il est juste utilisé par la partie cœur métier. Un écran d'administration. Un brouillon de dossier d'inscription. On va s'inscrire quelque part, puis on valide rien, c'est le brouillon. Et c'est quand on va dire qu'on veut qu'il soit définitif que là, il y aura de la validation. Et là, ne faites pas d'archi hexagonal. Vous allez protéger rien, parce qu'il n'y a pas beaucoup de règles. Et vous allez faire, et pas de pyramide non plus, parce que vous allez faire tester les couches une par une, ou c'est juste du passe-plat. Vous allez tester en fait vos doublures de tests, et donc vous allez perdre du temps, perdre en productivité. Donc si vos développeurs disent c'est long parce que voilà, j'ai plein de choses à tester, mais que c'est une partie où il n'y a pas beaucoup de règles, dites, voilà, ils sont en train de vous mentir. Plutôt, là, l'architecture, c'est plutôt du transaction script, donc c'est les 3 couches, un peu comme les lasagnes, mais comme il n'y a pas de métier, ça se fait mieux, où il y a très peu de métiers. Et là, la stratégie de test recommandée, c'est plutôt une pyramide inversée. Parce qu'en fait, on va développer tout d'un coup, on va pas faire couche par couche. Je mets mon test au début.
Si j'ai les données à la fin, en base, c'est bon. Ou si je récupère les bonnes données de la base, c'est que c'est bon. Et en faisant tout ça, ma productivité, elle est rapide. J'ai de la confiance parce que je sais ce que j'ai développé est bon. J'ai mes tests, je peux les rejouer à volonté. Donc la pyramide de tests à bannir, là c'est plutôt inversé. Maintenant, admettons qu'on a un périmètre orienté données. Par exemple, j'ai une interaction forte avec une source de données, j'ai quelques règles métiers, et j'ai une structure de données complexe. En fait, c'est si je veux récupérer des données et j'ai du filtrage, de la consolidation, voilà, mon intelligence, elle est là. Elle a une façon de récupérer les données et de les mettre en forme avant de les passer à quelque chose d'autre. Par exemple, si je fais des graphiques c'est toujours compliqué, on a besoin d'agréger plein de choses, des pourcentages, ou tableau de bord aussi, c'est pareil. Donc notre intelligence, elle est là. La façon de récupérer les données. Est-ce que ce qu'on récupère les données, on le fait bien ou pas? Donc là, ce qu'on recommande, c'est Active Record. Bon, on peut mettre 3 ou 4 couches. C'est un peu comme tout à l'heure, sauf que j'ai grossi la base de données pour dire c'est là l'intelligence. Et là, c'est ni pyramide ni pyramide inversée, c'est le diamant dont on a parlé tout à l'heure. C'est beaucoup d'intégration. Parce que je vais tester à partir de ma couche d'accès aux données que les données que je récupère sont les bonnes. Ou alors, si jamais j'ai écrit une vue dans la base, que j'ai bien écrit ma vue. Et donc, pendant que j'écris, mon test va me permettre d'écrire ma vue ou d'écrire mes requêtes qui font des jointures, consolidations, etc. Donc, beaucoup de test d'intégration. Si j'ai quelques règles de gestion, je peux faire un test unitaire, obligé, ou de bout en bout, au moins un pour voir que tout est bien connecté ensemble. Maintenant, si j'ai des besoins de lecture et d'écriture différents, je peux avoir des contraintes différentes sur la lecture et l'écriture. Je peux vouloir éviter les requêtes complexes au moment où je veux lire, alors que j'en ai besoin au moment où j'écris, pour garantir la cohérence. Je peux avoir des bases de données différentes, optimisées, l'une pour la lecture, l'autre pour l'écriture. Un exemple, billetterie pour concert. La personne qui écrit Beyoncé tel jour, telle date, voilà, c'est pas très compliqué, c'est une fois de temps en temps. Par contre, les gens qui vont se connecter pour récupérer une place, là, ça va être énorme. La direction de revenus. Tout le monde se connecte 3 jours avant la fin, non, on est d'accord, pour dire j'ai gagné plein d'argent. On peut voir un exemple, service de géolocalisation de véhicule. J'ai besoin en temps réel de savoir où il est, puis après si je veux voir un historique de ça, c'est peut-être pas la même base de données, je vais peut-être pas interroger la même chose. Donc pour ça, c'est le pattern CQRS, Command Query Responsibility Segregation. C'est de dire, je vais différencier la lecture et l'écriture. La lecture, c'est une commande. C'est quelque chose qui va être fait dans le futur. Je veux réserver un BTC. C'est pas fait tout de suite, ça va faire dans quelques millisecondes, mais c'est pas fait tout de suite. C'est une commande. On demande quelque chose. Et la query, c'est je veux interroger le système à un instant T. Donc, quels sont les véhicules disponibles? Donc, pour les commandes, on peut faire une architecture hexagonale. Pour les queries, on peut faire un accès direct. On n'a pas besoin de protéger quoi que ce soit. Et pour les stratégies de test, du coup, une pyramide pour la partie commande et une pyramide inversée pour la partie query. On veut juste savoir que ce qu'on ramène, c'est bon. Admettons qu'on va conserver le changement d'état. Changement d'état, par exemple, si on fait un audit, tout ce qui se passe dans l'application, on veut le conserver. Ou si on a des transactions financières. Ou si on veut rejouer et déjouer des choses. Par exemple, quand je travaille pour la RATP, quand il y a un incident, il y a le STIF qui est au-dessus, qui demande qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est un problème humain, matériel, technologique. À ce moment-là, on rejoue tout le film de la journée. On capture tout ce qui s'est passé, et après on peut rejouer le film. Transaction financière, quand vous faites un retrait, vous remarquez sur votre relevé de compte que vous n'avez pas l'argent que vous avez sur votre compte à chaque instant. Vous avez au début, à la fin, et au milieu, vous avez plus 100, plus 10, moins 20, etc. Et puis, pour exemple, un système de gestion de commande, on pourrait déjouer des choses. Et là, le pattern, c'est event sourcing. On va avoir une base de données orientée événements. Et puis, on va empiler les événements. Événement 1, j'ai retiré 10 €. Événement 2, j'ai mis 20 € sur mon compte, etc., etc. Et pour avoir la donnée finale, contrairement à une base de données où on écrase les données, on place 10 par 20 et on ne sait pas ce qu'il y avait avant, là on sait tout ce qui s'est passé, et pour avoir la valeur finale, on rejoue tous les éléments dans l'ordre. Alors s'il y en a énormément, on peut faire des snapshots et repartir à partir de là pour avoir tous les
pour avoir la valeur. Donc c'est des event stores, hein, c'est orienté, c'est fait pour ça, donc c'est optimisé pour ça. Et là, la stratégie de test, bah, c'est pareil, c'est une pyramide. Parce qu'on va aussi avoir des règles. Et la partie événement, c'est une façon de sortir la donnée, mais ça ne change rien à la partie règle. Est-ce qu'on veut protéger? On peut aussi combiner. On pourrait avoir en commande du event sourcing et en query un appel direct. Donc la commande, ce sera dans un event store, et puis par un mécanisme ou un autre, il y aura la donnée va se retrouver dans une base de données orientée lecture, et puis on va la lire facilement, avec une pyramide de test inversée. Les microservices. Vaste sujet. Cas d'usage, je veux découper mes équipes. Je veux gagner en autonomie. Je veux pas que tout le monde s'attende. Je veux fluidifier la mise en production. Pareil, je veux pas que tout le monde s'attende, je veux pas que le fait qu'il y ait beaucoup de gens, ça me freine. Par exemple, si j'ai une grosse application, si j'ai des problématiques différentes, si j'ai beaucoup de gens, à ce moment-là, les microservices, c'est pas mal. Mais c'est pas parce que je sais pas découper un gros monolithe que je fais des microservices. Alors là, les microservices, voilà, c'est comme une application autonome en fait, donc il faut faire une conception sur cette partie. Il faut réussir à les découper. Donc ce matin, il y avait Bruno Bougard qui a parlé d'event storming. C'est un bon moyen d'essayer de découper des périmètres, ce qu'on appelle des bounded context en DDD. Mais bon, le but, c'est avec des événements, un atelier où on pose des événements sur un mur, d'essayer de trouver des périmètres applicatifs qui sont cohérents ensemble. Et puis, il faut faire une architecture par type de périmètre, parce que tout ne se vaut pas. C'est ce qu'on vient de voir jusqu'à présent. Et il faut aussi, du coup, une stratégie de test différente par périmètre. Parce que les périmètres ne sont pas les mêmes. Donc, qu'est-ce que je préconise au sein de chez microservices? Ben, j'en sais rien, en fait. Ça dépend de la typologie du service. Donc, voilà, on peut avoir un peu de tout. Tout ça cohabite dans le même SI. Et pareil pour la stratégie de test unitaire. Alors, on peut avoir un peu de tout, ça dépend de notre périmètre. Par contre, le problème, c'est, voilà, tout le monde développe dans son coin, vite, bien, avec des tests. Et on fait comment pour évaluer que tout ensemble fonctionne bien? Chacun a développé son petit morceau. Ça peut être la même équipe qui développe 2 morceaux, mais parfois, ça peut être des équipes différentes, voire même des équipes externes, d'une autre boîte avec qui on s'interface. Donc, comment on fait pour tester tout ça sans attendre que tout le monde soit prêt? Si on attend que tout le monde soit prêt, à ce moment-là, on se retrouve dans le cas de figure avant où bah, c'est comme si on avait un gros monolithe. Donc, comment on fait pour tester la communication entre ceux qui produisent de la donnée et ceux qui vont la consommer? Donc, du coup, on a des dépendances. Un service A dépend d'un service B. Si on doit s'attendre, on a une perte de productivité, on a des feedbacks lents, ça peut casser facilement, quelqu'un change le contrat change la manière de donner les données ou rajoute un paramètre et hop, ça casse. Et souvent, les gens disent, bon, il faut un environnement d'intégration, on va tout déployer pour pouvoir tester l'ensemble. À ce moment-là, ça bloque la mise en production parce qu'on doit attendre que tout le monde ait fini pour tester toute la chaîne avant de déployer. On a perdu l'intérêt des microservices de pouvoir déployer tout seul dans son coin. Donc pour ça, on peut faire des stratégies de test chacun dans son coin, mais à partir d'un même contrat. On définit un contrat. Ça peut être le consommateur qui le définit, c'est le consumer driven, c'est lui qui le définit, et puis le provider driven, lui, c'est l'inverse, c'est le producteur qui définit. Ça a l'air un peu contre-productif, consumer driven, mais ça marche très bien. Il sait ce qu'il a besoin, il le définit, et puis l'autre, il va l'implémenter. Et donc chacun va faire ses tests de chaque côté à partir de ce contrat. Donc l'avantage, c'est que c'est indépendant, personne ne s'attend, on a des feedbacks rapides, c'est moins complexe à maintenir. Par contre, le problème, c'est qu'on a toujours comment on sait que ça va fonctionner ensemble? On a toujours le même problème, on sait fixer un contrat, c'est bien, mais comment on sait que tout le monde se conforme à ce contrat? Donc, les outils pour faire du provider driven, c'est plutôt Spring Cloud Contract et bidirectionnel, vous n'avez pas Packflow.
Bon, l'inconvénient, c'est que c'est toujours pas très parallèle parce que l'un doit attendre l'autre. Et aussi, quand quelqu'un touche à un contrat, comment on fait pour partager, comment on alerte les gens et comment on partage le contrat avec les autres. Donc ça, c'est encore à mettre en place, à réfléchir. J'ai oublié de lancer mes shurikens. Vous me dites rien. Il fallait pas se mettre loin. Hein. Désolé. Prochaine fois, je prendrai autre chose. Sinon, aussi, on a quelque chose qui est un peu récent, c'est le contract driven development. C'est en fait l'API, ce que vous spécifiez, c'est exécutable, c'est un contrat exécutable. C'est la solution Specmatic qui fait ça. Il va faire un stub côté consumer, et puis il va générer des choses. Pareil pour côté provider, il va générer des tests. Comme ça, il n'y a pas de test à écrire. Ça le fait pour vous. Alors, j'ai pas testé. La promesse est intéressante. Il y a un petit QR code là où il y a les 3 solutions qui sont comparées. Specmatic est la meilleure. C'est sur le site de Specmatic. Voilà, prendre avec des pincettes. Mais on peut faire aussi du consumer driven ou du provider driven. Ça vérifie aussi la compatibilité ascendante quand il y a des changements de version. Il n'y a pas de paramétrage serveur. Et on peut utiliser sur des projets qui existent déjà. Projet Brownfield. Donc à voir. Conclusion. Je suis large. Je ne sais pas si vous connaissez Fred Brooks, c'est un ancien informaticien. Il dit il n'y a pas de silver bullet. Je ne sais pas si vous connaissez le silver bullet. C'est dans le monde fantastique, les loups-garous. On leur tire une balle dans l'argent dans le corps et ils meurent. Et ben, je suis désolé, si vous étiez venu pour savoir c'était quoi l'architecture et la stratégie de test ultime, il n'y en a pas. C'est toujours par rapport à un contexte. Attention les yeux. Ça. Je vais de plus en plus loin. En fait, dans un logiciel, il y a que ce soit un monolithe. Donc un monolithe, je ne l'ai pas défini, c'est quelque chose qu'on déploie, c'est une seule unité de déploiement. Donc toute votre application peut être dans un monolithe, mais vous pouvez découper vos équipes. Chacun travaille sur une partie comme si c'était un microservice. On n'est pas obligé d'aller tout de suite sur le déploiement de plein d'unités différentes. Il y en a qui disent ouais, mais j'ai besoin de perf, j'ai besoin de charge, je vais avoir plein de gens qui vont se connecter, donc je vais faire des microservices. Moi, à ceux-là, je leur dis pensez à Doctolib. Ils n'avaient pas prévu le Covid, ils n'avaient pas prévu que le président dise allez, tout le monde se connecte pour se faire vacciner. Donc la population elle est quand même bien grande. Et bon, ils ont fait 2-3 tunings par-ci par-là, mais ça a tenu. Backmartech aussi, quand c'est le Black Friday, ils ont des millions de requêtes par seconde. Et c'est un monolithe. Alors ils ont plusieurs instances, il n'y a pas de magie non plus. Mais voilà, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au microservice pour obtenir de la charge. Donc il faut savoir découper. Dans les 2 cas, il faut découper. Si vous ne savez pas découper, dans les 2 cas, vous allez vous faire avoir. Et on peut commencer par un monolithe, découper correctement, petit à petit avoir de l'autonomie entre les équipes et même dans le code. Genre, comme si on parlait à un microservice, on envoie un message, quelqu'un l'écoute, même si c'est dans la même unité de déploiement. Pour ça, si le jour où on a besoin vraiment de faire un microservice, on est déjà prêt. Autonomie des équipes, c'est ça qu'on recherche. On veut que les gens puissent être autonomes sur leur périmètre. Les développeurs, avec leur QA, leur PO, chacun dans son coin. Et c'est comme ça on travaille, on déploie, on n'attend pas les autres. On a des périmètres multiples, tout se ne vaut pas, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, il y a des choses selon le cœur du métier, d'autres choses c'est un peu plus annexe, et donc on n'a pas la même architecture. Une équipe peut faire plusieurs périmètres, c'est possible. Par contre, un périmètre ne peut pas être géré par plusieurs équipes, sinon personne n'est responsable. C'est comme ça quand personne n'est responsable, soit on fait n'importe quoi, soit on fait rien. Donc des architectures différentes par périmètre, suivant le contexte. Enfin, si c'est les mêmes contextes, le même type de contexte, c'est la même architecture. Mais si c'est des types de contextes différents, l'architecture différente. Et donc des stratégies de test différentes parce que c'était le sujet de mal. Voilà, vous n'êtes qui regardez pas.
Et je vais citer Ralph Waldo Emerson, parce qu'une bonne conf sans citation inspirante, c'est pas une conf. Donc l'idéal de la vie, ce n'est pas l'espoir de devenir parfait, c'est la volonté d'être toujours meilleur. Merci.